conférence de Munich s'ouvre dans un climat d'inquiétude majeure. Certains parlent d'un basculement historique avec des alliances fragilisées et un ordre international remis en cause. Écoutez les propos de Marco Rubio. Franchement, le vieux monde a disparu, le monde dans lequel j'ai grandi. Nous vivons dans une nouvelle ère géopolitique, ce qui va nous obliger tous à réexaminer à quoi cela ressemblera et quel sera notre rôle. Bonsoir Jean-Yves Le Drian. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir en plateau. Vous avez entendu ces propos de Marco Rubio. Est-ce que nous sommes en train d'assister à la fin d'un ordre international que nous avons connu après 1945 ? Oui, certainement. Le monde est en train de basculer. Les grands principes de la fin de la dernière guerre mondiale, qui reposaient sur le droit international, sur l'intégrité des frontières, sur la représentation de l'ensemble des États, un État égale une voix, sur le règlement pacifique des différends, et aussi sur les grands enjeux collectifs du monde, de la planète, avec les objectifs de développement durable. Je pense en particulier à la question climatique, mais aussi aux enjeux de santé. Tout cela est en train de s'effondrer jour après jour, mais ça ne s'effondre pas tout seul. Ça s'effondre sous le fait d'une volonté, deux volontés au pluriel, parce que nous voyons réapparaître les empires du 19e siècle. Et la stratégie de l'administration Trump, peut-être que M. Rubio dira plus demain matin, c'est évidemment de faire basculer le monde dans un autre monde et dont on ne mesure pas encore toutes les dimensions, puisque nous sommes plutôt dans une forme d'inconnu. Mais les empires réapparaissent. Quand le président Trump a parlé il y a déjà un an du Golfe américain au lieu du Golfe du Mexique, du Canada, 51e État, de ses opérations sur le Groenland, ses opérations sur l'Amérique du Sud, le Venezuela, il veut rétablir le continentalisme américain, l'empire américain du 19e siècle. Et parallèlement à cela, la Russie, finalement, on peut comprendre qu'ils veulent rétablir l'empire soviétique qu'ils ont perdu, en considérant, comme le disait le président Poutine, que la plus grande catastrophe qui était arrivée pour la Russie, c'est la fin de l'Empire soviétique et de l'Union soviétique, et puis d'un autre côté, l'Empire chinois qui progresse un peu partout. Donc nous sommes dans une espèce d'apparition de trois grands empires que chacun accepte comme une zone d'influence privilégiée et dans un rapport de force qui varie en fonction des alliances qui varient en fonction des événements et des sujets. Oui, le monde est en train de basculer, mais sur la volonté d'un acteur. Ce qui me frappe le plus, puisque vous parlez de Munich, c'est que cette conférence est ouverte sur un document proposé par les organisateurs, qui était jusqu'à présent plutôt pondéré dans les documents qu'ils proposaient. Et là, c'est un document dramatique qui s'intitule « Vers la destruction ». Et quand on lit ce rapport, qui est proposé à tous les participants, il est dit, dans le premier paragraphe, que aujourd'hui, la considération porte sur ceux qui manient les tronçonneuses et les bulldozers, et non plus ceux qui manient le droit international et la coopération. Tout est dit. La destruction, il l'appelle même destruction massive, et il nomme un responsable, l'administration Trump. Mais est-ce que ce n'est pas un principe de réalité désormais ? Est-ce que l'Europe est toujours dans un état de sidération ? Ou est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une évolution, même si elle est faible ? Non, je pense que l'Europe a beaucoup changé. Le principal sujet pour l'Europe, c'est qu'elle ait confiance en elle. Parce que dans cette nouvel horizon, de cette nouvelle organisation des trois grands empires, des trois grandes zones d'influence, il y a de quoi jouer. Si on a confiance en soi, si on a confiance en sa force. L'Europe est une puissance qui se méconnaît. Elle est une puissance parce que c'est le premier marché mondial. Elle est une puissance parce qu'elle a une grande population, 450 millions pour l'Union européenne seulement. Mais il faut rajouter la Grande-Bretagne, il faut rajouter la Norvège. Tout ça fait une force énorme. Et dans le jeu des empires, elle doit prendre sa place si elle a confiance en elle. Mais pour ça, moi, je ne suis pas pessimiste. pessimiste. Encore très atlantistes, Jean-Yves. Oui, mais ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé parce que la guerre en Ukraine a fait beaucoup avancer les choses. Le Covid d'une autre manière, mais la guerre en Ukraine particulièrement. L'Europe a pris conscience de ses fragilités, de la nécessité de renforcer sa capacité. Elle a trois objectifs devant elle. Il faut qu'elle reste unie politiquement. C'est le cas, malgré tout. Malgré de temps en temps certains qui veulent faire une partition solitaire. Il n'empêche que l'Europe est restée unie, malgré les crises, y compris la crise ukrainienne. Il faut qu'elle s'unisse politiquement. Il faut qu'elle s'arme militairement, et elle a commencé à le faire, enfin,
qu'elle affiche là aussi sa détermination et sa puissance. Et puis en même temps, il faut qu'elle se défende économiquement. Parce qu'elle est le plus grand marché du monde et qu'elle dise, si vous voulez venir sur mon marché, qui est le plus intéressant, eh bien il faut payer les droits d'entrée. C'est-à-dire il faut répondre à mes règles. Et cela, elle ne le dit pas encore suffisamment. Même la réunion qui s'est tenue hier, la réunion informelle du Conseil européen, a permis quand même beaucoup d'avancées dans la progression du marché, de la solidité du marché unique, qui est un élément important de la solidité de l'Europe. Alors, les États-Unis ont beaucoup à redire sur l'Europe, Jean-Yves Le Drian. On l'a vu dans leur stratégie de sécurité, dans cette fameuse note qui a été divulguée, mais aussi ouvertement avec ces propos de Donald Trump. Je vous laisse l'écouter. Cet après-midi, je tiens à discuter de la manière dont nous avons accompli notre miracle économique et peut-être aussi de la manière dont vous aussi, dans vos pays d'origine, pouvez faire beaucoup mieux en suivant notre exemple. Certains endroits en Europe ne sont franchement plus reconnaissables. Ils sont méconnaissables. Nous pouvons en débattre, mais il n'y a pas matière à débat. Des amis reviennent de différents endroits en disant « je ne reconnais pas cet endroit ». Ils ne le disent pas dans un sens positif, mais dans un sens très négatif. J'aime l'Europe et je veux que l'Europe aille bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Est-ce que vous trouvez que c'est une forme d'ingérence ? Oui, ça a commencé avec M. Vance il y a juste un an, à Munich précisément, où, rappelez-vous, le vice-président des États-Unis, pour la première sortie officielle d'un représentant de l'administration Trump en Europe, a fait un discours extrêmement violent contre les Européens, contre les démocraties européennes, pour s'allier visiblement avec l'extrême droite allemande, puisqu'il avait fait une visite aux responsables de l'AfD à ce moment-là. Un discours extrêmement dur, et à ce moment-là, on a dit « oui, mais c'est Vance ». On a dit « oui, mais c'est Vance », et c'est le début. Sauf que c'est pas vrai. Et qu'il y a là une ligne permanente de la nouvelle administration Trump de vassaliser l'Europe, de la fragmenter, et d'éviter qu'elle continue à avoir ce poids. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en l'Europe. Parce que si les Américains reconnaissent qu'il y a un poids, ça veut dire que c'est une existence. Et il y a eu des suites à cela. C'est pas uniquement le discours de Vance. Il y a eu aussi un document très important qui est sorti à la fin au courant du mois de décembre, qui est la stratégie américaine de sécurité, où il est dit très clairement que finalement les Européens sont les adversaires économiques les plus importants pour les Américains. Et un effondrement civilisationnel. Et un effondrement civilisationnel. Et par contre, il n'y a aucune critique majeure sur la Russie, qui n'est pas une menace, et une relation, un discours plutôt accommodant avec la Chine, dont on dit qu'elle est l'adversaire économique, le concurrent économique, mais dont on ne dit pas du tout qu'il y a un risque militaire. Bref, tous ces chefs d'empire s'entendent pour une forme de répartition du monde dont l'Europe pourrait être la victime, sauf si elle se redresse, et je pense qu'il y a des raisons pour qu'elle se redresse. Pourtant, cette année, ce n'est pas J.D. Vance qui a été envoyé, c'est Marco Rubio qui s'exprimera demain. Est-ce que vous vous attendez à un discours différent de celui de J.D. Vance ? Si on écoute le discours de Donald Trump à Davos, et si on le met en lien avec le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un document officiel, qui fixe la ligne des États-Unis pour l'avenir, je crains que le discours de M. Rubio soit à peu près identique. Et donc, c'est une incitation supplémentaire à ce que les Européens assurent ensemble leur propre destin et refusent la vassalisation, et refusent aussi d'être uniquement dans le commentaire. Je crois qu'il y a aujourd'hui ce schisme qui se produit et qui commence à être assumé. Et que demain, la relation que les Européens doivent avoir avec les États-Unis ne sera plus d'abord une relation d'apaisement, mais doit être une relation de rapport de force. À Munich, le chancelier allemand a évoqué l'idée d'un partage nucléaire européen, autrement dit un rôle accru de la dissuasion française dans la protection du continent. Alors ça fait un petit moment qu'on en parle, mais cette fois-ci, le chancelier Merz a posé les mots. Écoutez. J'ai entamé les premières discussions avec le président français Emmanuel Macron au sujet de la dissuasion nucléaire européenne. Mesdames et messieurs, soyons clairs. Nous respectons scrupuleusement nos obligations légales. Cela s'inscrira pleinement dans le cadre de notre partage nucléaire au sein de l'OTAN. Et nous n'aurons pas de zone de sécurité différente en Europe. Vous y croyez, ça, à des ogives françaises sur le territoire européen, dans d'autres pays ? Mais d'abord, c'est un élément important, cette déclaration. Parce que ce n'est pas dit à n'importe quel moment et n'importe où. Et le chancelier Merz, au moment où il était candidat,
c'est-à-dire l'année dernière à Munich, quasiment. Quelque temps après, à la suite d'un événement majeur, qui pour moi est le début de la rupture et du schisme transatlantique. Il y a eu en février 2025, au moment des 3 ans de l'agression russe en Ukraine, un texte qui a été proposé aux Nations Unies pour condamner l'agression russe en Ukraine, dans des formules très diplomatiques, mais très claires sur l'objectif. Et là, pour la première fois, dans l'histoire, depuis 1945, puisque vous parlez de changement de monde, les Américains ont voté avec les Russes. Et ça a beaucoup frappé l'opinion. Ils étaient peu nombreux. Il y avait un club de grands démocrates. Le Venezuela, à l'époque aussi, avait voté. La Biélorussie, le Mali, même la Chine et l'Iran s'étaient abstenus. Les Américains avaient voté avec les Russes contre la reconnaissance de l'agression. Et là, le chancelier Merz était candidat. Et il avait dit publiquement, il faut s'interroger maintenant, il se passe quelque chose de grave. Et il avait fait des ouvertures publiques sur le fait que la question de la sécurité nucléaire, de la dissuasion nucléaire, devait être posée et il fallait en parler. Et puis par ailleurs, bien auparavant, dans son discours à l'école de guerre en 2020, le président Macron avait dit très clairement que la dissuasion était faite pour protéger nos intérêts vitaux, mais que nos intérêts vitaux, désormais, ne se limitaient pas au territoire national. C'est-à-dire que nous pouvions nous sentir menacés s'il y avait une tentative d'agression d'un agresseur extérieur, par exemple la Russie, si d'aventure tel ou tel site, non pas sur le territoire national, pouvait être menacé. Et ça n'a jamais été le cas. C'était le cas de Gaulle, qui disait exactement la même chose. Et De Gaulle disait... Mais tous les présidents ont dit des choses à peu près identiques, sauf que là, le président Macron est allé plus loin en disant, dans ce même discours, je suis prêt à discuter de cela avec les autres. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu des discussions sûrement qui ont été entamées, et le chancelier Merz est finalement resté sur cette logique-là. Il était candidat à l'époque, là maintenant il est chancelier en exercice, et c'est la première fois que les Allemands tiennent ce discours-là. C'est un élément très très important. Est-ce que l'Amérique s'y opposerait ? Je pense qu'elle ne devrait rien avoir à dire. Si les Européens affichent leur volonté de souveraineté, d'autonomie stratégique, et s'ils en prennent les moyens, c'est à eux de décider. On a appris cette semaine, Jean-Yves Le Drian, que Washington cédait le commandement de Naples et de Norfolk aux Européens, au sein même de l'OTAN. Il garde tout de même le commandement suprême des forces alliées en Europe, le SACEUR, et s'attribue les forces maritimes. C'est quoi leur stratégie pour l'OTAN, selon vous ? Je la trouve pour l'instant un peu illisible. Ce dont je suis convaincu, c'est que les Européens ont intérêt à européaniser l'OTAN. Je pense que le fait qu'il y ait là toutes les compétences d'organisation, les compétences de planification, les compétences d'interopérabilité, les compétences de standardisation des instruments militaires, les compétences d'identification des capacités, bref, c'est un outil. Nous sommes 32 membres. Les États-Unis, c'est un des membres. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Canada. 970 milliards tout de même. Oui, bien sûr, 970 milliards du budget américain, pas de la participation à l'OTAN, mais avec d'autres sujets pour l'affectation des 970 milliards. Et nous, finalement, nous avons des pays européens, membres de l'OTAN, qui augmentent sensiblement leur contribution financière au développement de leurs armées. C'est une grande nouveauté. Il y a eu à un moment donné un blocage dans la descente des financements attribués à nos armées en Europe. Vous savez, les dividendes de la paix, ça a monté à un moment donné où on était dans une espèce d'euphorie, comme quoi il n'y aurait plus jamais de guerre, et puis progressivement la prise de conscience est faite. Ça a commencé sous le quinquennat de François Hollande, je suis bien placé pour le savoir, ça s'est poursuivi sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, et ça s'est considérablement augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais donc les budgets s'accumulent de manière significative. On a de quoi faire. Honnêtement, on parlera peut-être de l'Ukraine tout à l'heure, mais lorsqu'on voit ce pays réussir à résister pendant les 4 ans qui viennent de se passer
face à l'armée russe qui était réputée exceptionnelle et extrêmement forte capacitairement, je ne vois pas pourquoi la Pologne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne, avec les forces qu'ils représentent, les budgets qu'ils représentent, ne seraient pas capables d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité, à condition de le vouloir, de le dire et de le faire dans un cadre. Et le cadre, ça peut être l'OTAN, avec une européanisation de l'OTAN. Ça me paraît jouable. Ça me paraît nécessaire, ça me paraît même indispensable aujourd'hui, et si les efforts peuvent converger dans cette direction, ça sera tout à fait positif pour notre sécurité. C'est pourquoi, je redis, il faut que l'Europe se sente puissante parce qu'elle est puissante. Le Proche-Orient, Jean-Yves Le Drian, région que vous connaissez par cœur, les tensions entre l'Iran et les États-Unis restent extrêmement fortes, avec toujours ce risque d'escalade. En musique de fond, écoutez les propos de Donald Trump. Pourquoi envoyez-vous un deuxième porte-avions au Moyen-Orient ? Nous en aurons besoin si nous ne parvenons pas à un accord. Si nous trouvons un accord, nous pourrons réduire la durée de son déploiement. Il partira très prochainement pour rejoindre l'autre porte-avions déjà sur place. Je pense que les négociations seront fructueuses. Sinon, ce sera un jour sombre pour l'Iran. Jean-Yves Le Drian, sommes-nous aujourd'hui plus proches d'un affrontement qu'un accord avec l'Iran ? Parce que Donald Trump joue sur les deux tableaux pour l'instant. Il va avoir un problème de crédibilité. Et il y a un passif. Le passif, c'est au moment des grandes manifestations qui se sont produites, au moment même des massacres qui se sont produits en Iran, l'initiative de cette organisation politico-militaire théocratique qui capte l'ensemble du fonctionnement et de l'État iranien. Ces manifestations dont on n'a jamais vu une aussi grande force, qui ont été cassées par des massacres, parce que ce pouvoir était menacé lui-même. Et donc, il n'a pas pu réagir autrement que ce qu'il sait faire, une violence extrême. Trump a dit à ce moment-là, allez-y, rappelez-vous, prenez les institutions. L'aide arrive. Et ils ont cru. Et l'aide n'est pas arrivée. Et donc, il a un problème de crédibilité par rapport à cette population, mais aussi par rapport à l'engagement qu'il fait de la force navale, un porte-avions et un groupe porte-avions, un deuxième porte-avions, un deuxième groupe porte-avions, et imaginez qu'il n'en fasse rien et que ça ne serve à rien, le retour sera difficile. Donc, il y a le choix. Ou bien, il fait des négociations. Et s'il fait des négociations, il faut les faire totalement. Avec 4 sujets. Nucléaire. Il y a le nucléaire. Balistique. Empêcher que l'Iran n'accède à la capacité de l'arme nucléaire parce que les conséquences dans la région seraient considérables. Chacun voudra aussi accéder à l'arme nucléaire et alors dans une situation extrêmement dramatique et grave pour l'ensemble de la planète. 1. 2. Les missiles balistiques qui sont aujourd'hui les outils d'intervention potentielle de l'Iran sur Israël. Et tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont renforcé cette capacité au cours des dernières semaines et des derniers mois, y compris après la guerre dite des 12 jours. Et puis, la manière dont ils utilisent ce que l'on appelle l'axe de la résistance, c'est-à-dire des groupes armés, des milices qui soutiennent l'Iran et qui déstabilisent des États voisins. Je pense au Liban, avec le Hezbollah, je pense aussi aux Houthis au Yémen. Ces groupes-là, je pense aussi à certaines factions en Irak. Ces groupes-là ont subi des difficultés, je pense évidemment au Hamas, indirectement, et ces groupes ont subi des difficultés parce que le changement de régime en Syrie n'arrange pas l'Iran. Et c'est un élément qui l'affaiblit dans sa posture au niveau de l'ensemble de la région. Mais il faut aussi mettre fin au soutien à ces milices, troisième point. Et j'en mets un quatrième, c'est arrêter la répression. Il ne faut pas uniquement être dans la négociation sur les capacités militaires. Il faut dire aussi aux Iraniens que cette répression-là est insupportable. Donc un changement de régime, potentiellement. C'est pas automatiquement un changement de régime. Parce que, moi je ne crois... Il faut d'abord aboutir à cette négociation. Je leur souhaite bien du plaisir. Parce que, pour ma part, j'ai eu l'occasion de négocier avec les Iraniens sur l'application de l'accord qui avait été passé en 2015 par les pays européens, singulièrement par le rôle de la France, Laurent Fabius à l'époque, sous le président Hollande.
Nous étions en phase de mise en œuvre et d'application. Et ensuite, c'est le président Trump qui avait rompu en 2018 cet accord sur le nucléaire. Donc, il y a eu après des négociations, des discussions entre les différents acteurs. Et j'ai fréquenté pour ma part M. Araqchi, qui est extrêmement compétent, extrêmement instruit sur les questions nucléaires, et qui a comme négociateurs en face d'autres, M. Witkoff et M. Kushner, dont c'est pas automatiquement la compétence. Gérard et donc, on va voir... c'est les plus redoutables, les Iraniens, comme négociateurs. Absolument, il a raison. Et là, pour l'instant, les Iraniens n'ont qu'un seul intérêt, c'est de faire durer. Sur la question nucléaire, mais sur les autres questions aussi. Et ils ne veulent parler que du nucléaire, pas des autres sujets. Donc, est-ce que la négociation va pouvoir avoir lieu ? Est-ce qu'ils vont pouvoir la gérer ? Est-ce que ça ne va pas être un marché de dupes ? C'est ce qu'on va voir. Elle va prendre sûrement un certain temps. De toute façon, le deuxième porte-avions, il lui faut au moins 3 semaines pour arriver, donc il y a un petit peu de délai. Mais au-delà de cela, si ça ne marche pas, on fait quoi ? On intervient militairement ? Pour faire quoi ? Est-ce que vous pensez qu'une intervention militaire aérienne, avec des frappes uniquement, une frappe aérienne uniquement, peut aboutir à un changement de régime ? Moi, je ne le crois pas. Certains Iraniens le demandent, ouvertement. Oui, mais ça ne suffit pas. Et par ailleurs, si on veut un vrai changement de régime, on peut tenter une expérience qui a été tentée antérieurement, y compris par les États-Unis, en mettant des hommes au sol. On a vu les résultats. L'intervention en Irak a permis l'effet inverse, puisque ça a entraîné, in fine, indirectement, l'émergence de Daesh. Est-ce que l'Iran, c'est l'Irak ? C'est 90 millions, l'Irak, c'était 27 millions. Donc c'est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Et par ailleurs, on a vu aussi l'expérience en Afghanistan, où finalement, et là c'était une forme de légitime défense au point de départ, puisque c'était la suite de l'attentat des Twin Towers à New York, les Américains ont dû partir, gros gens comme devant. Rappelez-vous la manière dont ce départ d'Afghanistan a été un peu humiliant pour les États-Unis. Je ne crois pas que l'on change de régime par une intervention extérieure. On change de régime par la volonté des peuples qu'il faut soutenir, par des fragmentations de l'État, par des fragmentations du pouvoir en place qui peut permettre des ouvertures. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Et l'enjeu et la difficulté pour le président Trump est extrêmement grand. En parlant des pays de la région, vous êtes toujours très actif dans la région, Jean-Yves Le Drian. Vous préparez la conférence du 5 mars destinée à soutenir l'armée libanaise. L'un des points évoqués par Donald Trump, vous l'avez dit, c'est dans les négociations l'arrêt de ces fameuses milices, notamment du Hezbollah. Est-ce qu'il y a réellement, au Liban, vous le constatez, un effondrement du Hezbollah ? Ah non, je ne dis pas ça. Au Liban, il y a d'abord une première chose qu'il faut noter avec satisfaction, c'est qu'il y a un président de la République, un gouvernement qui fonctionne. L'État est en train de revenir au Liban. Il avait largement disparu. Ce gouvernement, sous l'autorité du président Aoun et du Premier ministre Nawaz Salam, engage des réformes difficiles. Ils ont commencé sur la justice, ils ont commencé sur la réforme bancaire. C'est loin d'être fini, mais c'est un travail lourd, on vient de très loin, et il a la volonté. Et puis, il y a la nécessité d'afficher la souveraineté de l'État libanais. Et donc, de faire en sorte que le principe de base, qui est le monopole des armes pour l'État, soit appliqué et respecté. D'où la nécessité pour le Hezbollah, progressivement, de rendre les armes et d'achever, d'éliminer les arsenaux dont il dispose. Pour cela, il y a une démarche de l'armée libanaise qui a commencé au sud de Litanie, au sud du fleuve Litanie. Il faut qu'elle poursuive, il y a un plan d'action, mais il faut pour cela que l'armée libanaise soit forte. Et qu'il y ait par ailleurs des discussions, autant que faire se peut, avec les autorités chiites, qui ne sont pas uniquement les autorités du Hezbollah, dont le Hezbollah. Et par ailleurs, faire en sorte que pendant ce temps-là, Israël constate qu'il y a des progrès et arrête de frapper. Ça, c'est le dilemme diplomatico-politique qui est celui dont on parle beaucoup en ce moment et qui nécessite de toute façon, pour que ça aboutisse, à ce que l'armée libanaise soit renforcée dans ses moyens. Autre sujet majeur de la conférence de Munich, Jean-Yves Le Drian, c'est l'Ukraine. Marco Rubio a assisté à une réunion avec Emmanuel Macron sur le sujet. Est-ce que donc il y a un véritable désintérêt des Américains sur le sujet ? Moi, je suis d'abord, les Américains ne payent plus. Il faut qu'on se le dise, que tout le monde le sache. Le soutien aujourd'hui à l'Ukraine, il est uniquement européen. Et les armes américaines qui sont livrées aujourd'hui à l'Ukraine sont des armes c'est des livraisons qui avaient été décidées par le président Biden.
Donc le président Trump voulait qu'il y ait la paix en Ukraine. Il a pris des initiatives à cet égard. Elles ont échoué parce que moi j'ai la conviction profonde que les Russes ne bougeront pas. Ils ont des objectifs qu'ils ont affichés. Ils appellent ça les enjeux essentiels, les causes profondes de la crise. Enfin, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'annexion, ça veut dire la démilitarisation, ça veut dire le changement de gouvernement, et ça veut dire la non-inclusion dans l'OTAN. Ils ne changent pas de ces 4 paramètres depuis le début. Avant même l'entrée des Russes en Ukraine, ils le disaient. Et ils ne bougeront pas. Donc cette logique-là est immuable, sauf à ce que le rapport de force change. Et donc il faut continuer à aider les Ukrainiens, parce que c'est notre propre sécurité qui est en jeu. Ça servirait à quelque chose, donc, qu'il y ait une voix européenne qui parle à Vladimir Poutine, la France en l'occurrence? C'est pas automatiquement la France, les Européens. Il faut définir la manière de le faire. À un moment donné, il s'agit de l'Europe. Il s'agit de notre sécurité. Ce serait quand même absolument incroyable que les enjeux de sécurité de l'Europe soient discutés entre M. Trump et M. Poutine, les deux empires, à notre détriment, sans que nous soyons présents. Donc, il faut à un moment donné que nous soyons acteurs. Il s'agit de nous, il s'agit de pays européens, il s'agit de notre sécurité. Vous dites pas forcément la France, c'est qui? Ça peut être la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ça peut être un ensemble de chefs d'État et de gouvernements qui veulent assurer cette discussion. Mais je ne vois pas pourquoi on engagerait des processus qui concernent l'Europe sans les Européens. En ce moment, une institution a été ébranlée, Jean-Yves Le Drian, c'est le Quai d'Orsay, notamment avec l'affaire Epstein et certains diplomates qui se retrouvent au cœur du scandale. Écoutez les propos de Gérard Araud sur cette affaire. La vraie question, et c'est celle qui est posée par l'enquête administrative, c'est qu'a fait le Quai d'Orsay au moment où il est rentré en France? Voilà. Est-ce que le Quai d'Orsay a conduit de nouveau les enquêtes? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu l'étude du cas légal? Est-ce qu'il faut faire appel? Est-ce qu'il faut le fameux article 40? Est-ce qu'il faut l'invoquer en l'occasion? Donc voilà, ça va être la question. Y a-t-il eu manquement de la part du Quai d'Orsay sur cette affaire? Écoutez, moi j'ai découvert cette affaire-là par la presse et par les publications des documents de M. Epstein. Je crois que Jean-Noël Barrot a très bien fait et de saisir la justice et de saisir l'administration interne du Quai d'Orsay par une enquête interne, voir comment ça s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu de suite. Quand je suis arrivé au Quai d'Orsay en 2017, ces affaires-là étaient déjà passées depuis longtemps, mais moi je n'ai pas eu d'informations sur le sujet. Vous avez la réputation de saisir l'article 40 assez régulièrement, oui. Jean-Yves Le Drian. Oui, ça ne me gêne pas. Dès qu'il y a eu manquement. Oui. Je l'ai fait quand j'étais ministre de la Défense, je l'ai fait quand j'étais ministre des Affaires étrangères, pour différents sujets sur lesquels je ne reviendrai pas. Oui, j'agis dans ces cas-là. Certains parlent de l'ombre de Moscou dans les volets américains et français, vous y croyez? Je ne l'exclus pas. Je trouve, sur l'affaire Epstein, moi je voudrais dire deux ou trois choses. La plus importante, me semble-t-il, c'est qu'on oublie les victimes. On oublie les dizaines et les centaines de femmes qui ont été violées, qui ont été manipulées, qui ont été agressées. On n'en parle plus. Ça dilue les victimes. Et je souhaite vraiment qu'on puisse parler des victimes, qu'elles puissent trouver leurs droits, se défendre et avoir un retour sur les drames qu'elles ont vécus. Et par ailleurs, ce que je constate aussi sur l'affaire Epstein, c'est qu'on est en train de noyer le poisson. C'est-à-dire que tous ces événements, cette bombe à fragmentation qui se répand sur le monde entier, permet d'éviter à M. Trump d'assurer ses propres responsabilités. Et puis par ailleurs, moi je n'exclus pas qu'il y ait des liens avec Moscou, parce que d'abord Epstein a essayé de trouver des relations, des carnets d'adresses et des fréquentations. Il voulait parler avec Poutine, mais Poutine ne voulait pas. Oui, enfin il en a parlé avec d'autres. Et puis surtout, cette affaire malheureusement renforce le discours de Poutine sur la dégradation de l'Occident et sur la nécessité d'une contre-révolution par rapport à ces mœurs dépradées. Oui, c'est leur discours. C'est leur discours et ça le renforce. J'espère qu'on sera le plus vite possible sorti de tout cela et que la vérité pourra apparaître et que la justice pourra trancher. Dans le volet français, Jean-Yves Le Drian, Jack Lang a démissionné de l'Institut du monde arabe après l'ouverture d'une enquête financière liée à ses liens avec Jeffrey Epstein, sa fille également. Tout d'abord, est-ce que l'Institut du monde arabe a été fragilisé par cette affaire selon vous?
Non, je ne crois pas. Je pense que Jack Lang a bien fait de démissionner. Il a fait le choix qu'il fallait faire. L'Institut du monde arabe est un outil considérable de coopération entre la France et les pays arabes, un outil aussi de connaissance du monde arabe pour les Français, et en même temps pour les pays arabes d'avoir un lien culturel avec notre pays. Ils organisent des expositions itinérantes. Bref, il y a un travail considérable qui est fait. Il ne fallait pas que la rupture reste trop courte, et je pense qu'elle ne le sera pas. Votre nom circule, évidemment, pour reprendre le poste. Vous comptez y aller, Non, pas du Jean-Yves Le Drian ? tout. Pas du tout, non. Tout ça est derrière moi. Le président de la République m'a confié 2 missions importantes. Une mission sur le Liban comme envoyé personnel de lui-même pour accompagner les efforts du Liban pour retrouver la souveraineté dont je parlais tout à l'heure. Et puis il m'a confié une mission de coopération avec l'Arabie Saoudite sur un accord que nous avions signé ensemble en 2018 et en 2021, en particulier de le développement d'une très belle région saoudienne. J'y prends beaucoup de plaisir. Et j'y prends beaucoup de passion, et donc j'ai pas envie de changer. Donc, aucunement. Vous l'écartez totalement ? Complètement. Bon, écoutez, maintenant on saura que vous n'irez pas à l'Institut du monde arabe, Jean-Yves Le Drian. Merci d'avoir été avec nous.